Mes amis, bien le bonjour. Si vous cherchez des explications sur ce qui s'est passé cette nuit à l'aéroport de Washington, vous êtes tombé sur le bon canal. Juste précaution sémantique avant de continuer. L'accident a eu lieu quelques heures seulement, donc je vais vous donner un certain nombre d'éléments de compréhension et d'appréciation. Et puis, ceci sera affiné dans d'autres vidéos, comme c'est la tradition du canal. Donc, premièrement, il y a quelques jours, j'étais à Washington. Et à Washington, il y a une ambiance très particulière. C'est-à-dire que c'est la capitale du pays, et partout, là où on tourne son regard, il y a soit la Maison Blanche, c'est le cœur un petit peu du dispositif, mais également, il y a des ambassades, des agences à 3 lettres, il y a le FMI, par exemple, énormément d'administrations internationales qui sont présentes. Ça donne quoi sur le terrain? Sur le terrain, c'est une ville qui est pleine constamment de sirènes de police, véhicules aux vitres teintées du Secret Service, des services secrets américains, qui d'ailleurs ne sont pas très secrets, des fois c'est affiché sur le véhicule, ou des fois c'est affiché même sur leur tenue. Les carrefours très régulièrement fermés, trafic détourné, embouteillage, et aussi et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, hélicoptères. Il y a énormément d'hélicoptères. Par exemple, lorsque Trump était dans cette fameuse église où il a été sermonné, n'est-ce pas? Eh bien, pendant tout le long qu'il était là, il y avait des hélicoptères qui rôdaient autour de l'église et qui rôdaient à basse altitude. Et franchement, tu peux même pas laisser un message WhatsApp à des amis tellement le bruit des turbines était puissant. Et je ne vous cache pas que quand ils ont arrêté cet hélicoptère de queue, j'étais extrêmement content. Donc, je vous disais, à Washington, on a très souvent des hélicos qui volent à basse altitude, qui volent littéralement en terrain conquis. Je vous montre une vidéo. Cette vidéo, je ne l'ai pas faite pour ce canal, je l'ai faite pour mon canal Aldo Voyage. C'est un canal où je partage mes expériences de voyage. Et regardez, juste par hasard, un hélicoptère qui est en train de voler, et remarquez comme il vole à basse altitude, et remarquez comme il part, et il disparaît littéralement dans l'urbanisme. On se demande où il a disparu. C'est comme ça qu'il vole, de jour comme de nuit, et souvent à basse altitude, et souvent assez agressivement. Maintenant, autre chose. On a eu hier soir un accident entre, je disais, un avion de ligne, c'est un CRJ-700 qui faisait un vol, donc de ligne régulier, pour American Airlines, et un hélicoptère qui était en train de faire un entraînement de nuit. Ça signifie qu'il n'était pas en train de voler dans une mission spécialement opérationnelle, mais une mission d'entraînement. Il était en train d'entraîner le pilote ou maintenir une capacité à voler de nuit. Bon, que s'est-il passé? Le contrôleur aérien, cependant que ce CRJ-700 approchait sur la piste 01, lui a demandé de changer de piste et d'aller sur la 33. C'est un changement de QFU, comme on dit. Et en fait, tout simplement, comme leur nom l'indique, 3301, il y a à peu près 40 degrés, ces pistes se croisent grosso modo à 40 degrés. Donc, l'avion a dû faire un petit peu prolonger un peu sa trajectoire, partir un peu sur la droite pour aller rejoindre cette nouvelle piste. L'approche et le circuit se faisaient en visuel. En réalité, c'est quelque chose qui se pratique souvent aux États-Unis. Et ça a des implications opérationnelles, mais ça a aussi des implications juridiques. Je m'explique. Quand un avion est en train de faire une approche aux instruments, sous contrôle aérien, par exemple, il y a un contrôle radar,
Qui assure les séparations entre les avions? La responsabilité de qui? Ça, c'est une question classique de l'examen de pilote de ligne. La responsabilité incombe au contrôleur aérien parce que les avions sont dans un contexte où il n'y a pas de visibilité souvent et donc ils sont liés justement aux instructions du contrôleur aérien qui, lui, dans son radar, a une meilleure vision de la situation. Maintenant, quand on demande, et comme c'est très souvent le cas, et comme c'était ce soir-là, cette nuit-là, quand on demande à un équipage de faire le circuit ou de faire l'approche à vue, la responsabilité de la séparation incombe à qui? Elle incombe au pilote. Donc cette fois-ci, le contrôleur se déconnecte, on va dire, de la responsabilité et va déléguer cette responsabilité-là aux équipages. C'est à eux de voir et d'être vus et c'est à eux d'éviter d'autres avions. Bien sûr, il va rester là et puis leur donner, comme il l'a fait, leur donner des informations sur le trafic. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez l'avion qui est en train de s'approcher dans vos 2 heures? Est-ce que vous voyez, il y a un avion à 11 heures qui est légèrement au-dessus de vous? Est-ce que vous le voyez, n'est-ce pas? Ok, vous le voyez, maintenez le visuel et merci, au revoir. Donc, il donne des instructions aux pilotes, mais c'est à eux d'être responsables de leur séparation. Sur le plan opérationnel, c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand c'est le contrôleur aérien qui assure les séparations IFR, de vol aux instruments, ces séparations sont assez grandes. Ces séparations tiennent compte justement que les avions ne se voient pas et que, bon, voilà, il faut assurer le maximum de sécurité. Mais quand c'est les pilotes qui volent en visuel, c'est quoi la séparation? Ben là, c'est laissé à l'appréciation des pilotes. Du moment qu'on ne s'entre pas dedans, ça va. Ça signifie les séparations dans un aéroport qui est en train de, ou des clearances, ou des autorisations d'approche, ou de circuits à vue sont données sans arrêt, les séparations sont beaucoup plus réduites. Elles sont réduites et elles sont sous la responsabilité des pilotes. Ça veut dire, grosso modo, on peut augmenter le débit de l'aéroport en faisant ça. Ben, tout simplement, oui, on est en train de travailler à séparation réduite parce que nous travaillons en visuel. Donc, paradoxalement, ceci va créer une situation intéressante. Il est plus dangereux de voler aux abords de ces aéroports quand il fait beau temps, comme c'était cette nuit. Ben oui, parce que, imaginons qu'il y a un gros brouillard qui couvre tout Washington. Est-ce que le contrôleur peut donner des ordres d'approche ou de circling ou de circuit à vue? Non, il ne peut pas. Les avions vont rester constamment sous contrôle aérien, et donc c'est lui qui assure les séparations et qui assurera des séparations larges, en tenant compte, bien entendu, de la réglementation, et donc, forcément, on aura une meilleure sécurité. Alors que si on est dans une situation comme hier, où il n'y a pas cette contrainte météorologique, il est tout à fait loisible au contrôleur de commencer à balancer à la radio, avion après avion. Ok, vous voyez la piste, les mecs sont... J'ai parlé à un pilote qui a une grande habitude de cet aéroport, il m'a dit qu'ils étaient à très loin, la nuit. Vous voyez l'aéroport? Ah oui, on le voit. Ok, ben, vous continuez à vue. Donc, de très loin, ils ont l'autorisation de continuer à vue. Cette manière de travailler à vue, des fois un petit peu risquée, il y a eu pas mal d'histoires ces dernières années seulement. En 2023, près de Chicago, il y a un équipage d'un Boeing 737-700. Le contrôleur leur dit, vous voyez la piste? Oui, oui, on voit la piste. Ok, bah continuez à vue. Ils atterrissent. Là, ils sont surpris parce que la piste est très courte. Alors, ils freinent à fond parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont sortir de la piste parce qu'elle est extrêmement courte. Après, ils atterrissent. Et ils contactent le contrôleur aérien et lui disent j'ai l'impression qu'on n'est pas sur votre aéroport. Et lui, il leur répond vous avez atterri? Oui, on a atterri, mais il n'y a personne. En fait, ils avaient atterri sur un petit aéroport, un petit aérodrome d'aviation générale, de vol privé. Ils se sont gourés de pistes. Et ça arrive régulièrement là-bas. La distance entre l'aéroport où ils allaient et l'aéroport où ils ont atterri, c'est seulement 11 km. Donc ils sont gourés de 11 km en volant à vue la nuit. Ça va très vite, la nuit. Et ça va très vite, un avion. Et on peut très facilement confondre une autoroute, une piste, un aéroport, un autre, ou atterrir sur la mauvaise piste, sur un aéroport, tout ça. Donc, la précision, j'ai envie de dire, des services ATC américains laisse à désirer.
Voilà, ça c'est un premier problème. Deuxième problème. Je vous disais en début de vidéo que l'aéroport s'appelle Reagan International. Vous savez, aéroport Reagan, c'est un peu drôle de nommer un aéroport Reagan. Parce que le président Reagan, en 1981, après une décision brutale, j'ai envie de dire bestiale, qui a perturbé le contrôle aérien aux États-Unis pendant longtemps, et peut-être que l'impact de cette décision court jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un accident que j'avais évoqué sur ce canal, qui était directement lié à cette décision. Il a fait quoi? En 1981, eh bien, les contrôleurs aériens, 13 000 contrôleurs aériens se sont mis en grève pour demander des augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail. Et il a fait quoi, Reagan? Ben, il a licencié tout le monde. Il a licencié tous les grévistes. 11 000 contrôleurs aériens ont été licenciés. Alors par la suite, ils ont commencé à accepter le tout venant. Par la suite, le standard s'est beaucoup effondré dans le pays. Et il y a eu des soucis. Il y a eu même un accident très grave, d'un avion qui a littéralement atterri sur un autre, causant des morts. Donc, je disais que ce problème est de plus en plus pressant. Et tous les pilotes qui pratiquent les États-Unis m'ont dit qu'ils ont senti une dégradation de la qualité des services, que ce soit les handling au sol, contrôleurs aériens, ils ont ressenti cela. Je vous donne un exemple, un ami pilote, Airbus A330, ils arrivent à l'aéroport de Washington il y a quelques mois, et puis ils sont guidés par ce personnel au sol qui leur donne des instructions pour avancer. Donc là, eux, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas voir, le gabarit de l'avion est énorme. Le A330 Neo, c'est un avion relativement récent, donc les gars au sol n'avaient pas trop l'habitude. Ils ont positionné le jet bridge au mauvais endroit. Et comme ils n'ont pas l'habitude de son gabarit, ils ont continué à donner des instructions aux pilotes d'avancer, puis soudainement, un grand bruit de casserole. Bruit de casserole, un moteur a touché le jet bridge. Je vous la fais court, les gars au sol ont pris la fuite. Ils ne voulaient parler à personne, ils ont juste disparu. Ils ont après voulu accuser les pilotes. Heureusement que les caméras de surveillance ont innocenté les pilotes et ils ont montré que c'était le personnel au sol qui est en train de guider de l'avion jusqu'à l'impact. Parce que ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'on n'était pas là, ils ont pris l'initiative, ils ont voulu se garer, ils se sont ramassés, c'est pas notre faute. Une histoire à plusieurs millions de dollars. L'avion est resté 3 mois coincé. Il fallait remplacer le moteur, il fallait inspecter l'avion de fond en comble pour vérifier qu'il n'y a pas eu de fissure dans l'aile et tout ça. Donc, les pilotes auxquels je parle, ceux qui vont aux États-Unis de manière générale ou ceux qui vont à Washington de manière particulière ne sont pas très impressionnés par la qualité du service dans cet endroit. Et en particulier, encore une fois, les approches visuelles. Les approches visuelles et les circlings visuels, certaines compagnies interdisent cela. Certaines compagnies aériennes, en Europe, au Moyen-Orient ou autres, eh bien, interdisent à leurs pilotes d'accepter de faire des circuits visuels la nuit. Elles leur permettent de les faire de jour quand les conditions sont parfaites, genre plus de 10 km de visibilité et tout ça. Mais la nuit, c'est strictement interdit. Donc, c'est quelque chose de dangereux, selon même la sensibilité de beaucoup de compagnies aériennes qui ont décidé que leurs pilotes ne doivent pas s'adonner à ce genre d'exercice. Donc, on a quoi? On a, je disais, ces pilotes qui sont en train de descendre, ils sont littéralement à même pas une minute de l'atterrissage. L'impact a eu lieu à 300 pieds. Entre 300 pieds et l'atterrissage, il y a 45 secondes. Donc, ils sont sur le point d'atterrir, ils sont en train de virer à gauche. Et puis, on a cet hélicoptère qui est en train de faire des tours au-dessus de Washington. Au nord de l'aéroport dont il est question, on a le Pentagone. Et le Pentagone, au nord de celui-ci, a un héliport. Donc il est possible que cet hélicoptère opérait pour le compte du Pentagone ou aux abords du Pentagone. Et le départ du Pentagone, très souvent, oblige de croiser les axes de piste de l'aéroport de Ronald Reagan. Donc, cet hélicoptère reçoit, on le voit bien sur le radar, reçoit une instruction de la part du contrôleur. Est-ce que vous voyez le CRJ 700? Il lui demande, est-ce que vous voyez l'avion? Donc, c'est complètement aberrant cette demande. Parce que tout simplement, la nuit, je vais peut-être vous montrer lors du montage
une vidéo du décollage de Washington il y a juste quelques jours, la nuit, et il y a le noir et des lumières, plein de lumières. Alors, il y a des lumières de voitures, des lumières de civilisation, tout ça. Et là-dedans, probablement des lumières d'aéronefs. Mais allez distinguer. Ce que l'œil voit, c'est un background, c'est un arrière-plan noir, avec des millions de lumières, dont certaines pourraient être les feux de navigation d'un avion. C'est pas facile à voir. Sachant que même de jour, des fois, quand on reçoit des instructions d'un contrôleur qui dit est-ce que vous voyez tel trafic à votre droite ou dans vos 3 heures, c'est pas toujours évident de le voir même de jour. Alors la nuit, l'hélico semble dire oui. Le pilote de l'hélico semble dire voir qu'il a vu le trafic. Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons pour lesquelles un pilote parfois dit j'ai vu le trafic alors que peut-être qu'il l'a pas vu. Première raison, c'est la confusion tout simplement. Parce qu'on est dans un ciel, on est dans un espace aérien extrêmement chargé. Donc s'il lui dit est-ce que vous voyez le CRJ 700, vous voyez tel vol, il regarde, je crois que c'est celui-là. Oh, c'est lui. Donc, il voit un avion et il pense que c'est ça. Alors qu'en réalité, comme on dit, un train peut en cacher un autre. Un avion peut aussi en cacher un autre. Donc, lui pense qu'il a vu l'avion, et en réalité, l'avion est en train de lui arriver dessus, sous un angle complètement différent, ou bien sous un azimut différent. Bon, ça c'est le premier point. Il y a une autre raison aussi. L'autre raison, c'est peut-être un petit peu délicate à dire, mais voilà, le fait est que, parfois, des pilotes qui sont surtout sur le point d'atterrir, que la piste est grande, affichée devant eux comme ça, et puis que soudainement on leur dise, même si là il parlait à l'hélico, on se comprend, mais juste pour vous donner quelque chose de la vraie vie, eh bien, le contrôleur leur dit, ouais, il y a un trafic dans vos 2 heures, ou machin, parce que vous avez vu le trafic, tout ça. Il y a un petit souci. C'est que s'ils disent, on n'a pas vu le trafic, vous savez, c'est quoi l'instruction du contrôleur aérien? Imaginez qu'ils te disent, il y a un trafic dans vos 2 heures, est-ce que vous le voyez? Tu fais comme ça. Si tu dis non, je ne le vois pas, tu sais ce qu'il va te dire la suite? Remettez les gaz. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Remettre les gaz, rentrer le train d'atterrissage, et puis il va te donner, tu vas partir à une altitude pour attendre, il va te faire un grand tour, tout ça, tu vas revenir, tu vas perdre facilement 20-25 minutes pour revenir atterrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu es sûr de toi, enfin, quand tu penses être sûr de toi, et tu penses que vraiment tu as la situation sous contrôle et qu'il n'y a rien, et il n'y a pas un avion dans lequel tu vas rentrer là maintenant, tu peux avoir cette tentation de dire ouais, c'est bon, je l'ai en visuel. Et après, tu le vois l'avion, toi? Il est où là? Je sais pas, il parle peut-être ça, non, je suis pas sûr. D'accord? Tu comprends la situation? Parfois, la situation peut aller dans cette direction. C'est une fille, oui, je l'ai vu. Après, on le cherche. Okay? Il y a ce problème. Donc, les aéronefs sont approchés. Il y a eu sur le radar, on voit une alerte. On voit une alerte de trafic, de conflit de trafic sur le radar qui s'affiche en rouge, qui dit attention, les algorithmes du radar sont en train de voir que ces 2 aéronefs sont sur des voies convergentes, sont sur une voie de conflit. C'est ça qui va inciter le contrôleur à d'ailleurs communiquer avec l'hélico en lui disant oui, est-ce que tu vois l'avion? Okay. Maintenant, au niveau des aéronefs eux-mêmes, il y a probablement eu une alerte, on le verra ça après l'enquête et les boîtes noires et tout ça, il y a probablement une alerte TICAS. Maintenant, le TICAS, c'est le système d'évitement, c'est 2 avions qui se parlent, 2 aéronefs qui se parlent par le biais de leur transpondeur, et l'avion avait un transpondeur, et aussi l'hélico, parce que quand on regarde le radar, parce que des fois, c'est vrai que les militaires, des fois, ils peuvent voler un petit peu en incognito, sans transpondeur, sans rien du tout, mais ce n'était pas le cas ce soir-là. C'est-à-dire quand vous regardez, le radar affiche l'altitude de l'hélico et tout ça, donc c'est une altitude qui est reçue par le transpondeur de l'hélico. Donc, qui dit transpondeur dit TICAS. Donc, probablement, ils ont eu une alerte TICAS. Mais alors attention, le TICAS ne donne pas des instructions d'évitement quand un aéronef est en dessous de 1000 pieds. Au-dessus de 1000 pieds, il y a un dialogue entre les 2 TICAS, et sur un des aéronefs, il va dire, par exemple, montez, et sur l'autre, il va dire descendez. Mais les deux se sont parlé.
Les deux ont discuté entre eux, et il y en a un qui a dit, écoute, moi je vais leur demander de monter, toi tu leur demandes de faire le contraire. Donc il y a une conversation très rapide entre les TICAS pour que la décision soit prise. En dessous de 1000 pieds, ce genre d'instructions ne sont pas données. Ça signifie qu'il y a trafic, 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 mais il n'y a pas d'instructions qui sont données par le TICAS. Autre chose également, dans ce genre d'aéroport avec des approches visuelles, parfois cette approche visuelle fait que, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, les distances de séparation sont plus réduites par rapport aux minima légaux IFR. Mais là, on n'est pas dans les minima légaux, on est en visuel, donc on est en train de voler à la Lindbergh. Eh bien, les minima sont plus faibles. Ça signifie que les avions se rapprochent plus que confortablement l'un de l'autre. Deuxièmement, il y a des fois des opérations sur d'autres pistes. Des avions qui décollent, d'autres qui atterrissent, tout ça. Et ceci peut créer des situations où il y a des alertes trafic qui arrivent, mais les pilotes sont obligés de les ignorer. Ça signifie qu'ils sont en train de s'approcher, ils savent qu'il y a tellement de concentration d'avions dans ce coin où ils sont que les alertes TICAS seront inévitables. Ça fait partie de l'environnement sonore, ou visuel, qu'il y en aura. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois que les pilotes vont les voir, qu'ils vont aller agressivement prendre des actions et d'évitement et tout ça, parce que sinon ils le feraient à chaque fois. Vous voyez, donc ceci aussi rajoute au danger. Donc là, on a vu déjà plusieurs dangers. Rajoute au danger parce qu'on commence à ignorer certaines alertes ou à ne pas leur donner l'importance qu'elles méritent, parce que tout simplement, c'est des alertes qui arrivent tout le temps. Donc là, ça crée une couche encore de problèmes. Alors, au total, que s'est-il passé? Les deux aéronefs ont fini par se rentrer dedans et ils sont tombés dans le Potomac, dans la rivière. Voilà. Tout le monde, ou presque tout le monde, j'ai entendu parler de deux survivants de l'avion, mais je ne suis pas encore sûr que c'est une information vérifiée. Voilà, je vous donne un petit peu ce qu'il y a, ce qui est connu à ce stade. Donc, quand on parle d'eux, ceci est un hélico qui passe tout le temps. Je crois qu'il appartient à la famille royale. Je le vois régulièrement passer. Quelqu'un qui va et qui revient du bureau. Donc voilà, mes amis, le résultat de tout ça, c'est que un drame comme celui-ci ne peut pas nous surprendre aujourd'hui. Et pourquoi il ne peut pas nous surprendre? Parce que ça fait partie des grands dangers aujourd'hui de la circulation aérienne. Régulièrement, il y a des incidents. Régulièrement, ça passe à côté. On se dit, oula, t'as vu, on est passé à un cheveu. Un truc important pour la sécurité aérienne, je te dis tout de suite, et pour la sécurité pas seulement aérienne, ce canal est vu par des gens qui travaillent dans divers secteurs de pointe, où il y a une rencontre, où il y a une interface entre l'homme et la machine, avec tous les risques que ça peut comporter. Eh bien, chaque fois qu'on est en train de se dire, t'as vu, c'est passé à 2 doigts, waouh, t'as vu, il a failli se ramasser. Chaque fois qu'on dit ça, c'est que la fausse chose n'est pas très loin. C'est qu'il y aura bientôt des morts. Il y aura bientôt quelque chose de sérieux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est abaisser sa barre de réaction et commencer à prendre le taureau par les cornes et agir sérieusement. Quand on commence à avoir une répétition de ce genre de situation, on dit « Waouh, t'as vu ?» C'est là où il faut réagir. Il ne faut pas attendre, parce que si on ne réagit pas à ça, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, on va réagir quand on aura une pierre tombale. La prochaine étape, on aura des veuves et des orphelins. Et là, on va réagir. On dira, ah oui, je réagis. Le problème, c'est que dans notre système aujourd'hui, soyons clairs, dans notre système, ce genre d'attitudes ne sont pas nécessairement récompensées. Pourquoi? On évite un drame aérien. Il n'y a pas eu de drame aérien. C'est une vue de l'esprit. On a travaillé sérieusement, on a évité un drame. Et qu'est-ce que dit que tu as évité un drame? Ça se trouve, tu n'as rien évité du tout. Je veux dire, ok, aujourd'hui on a un drame, on a des morts, on a du métal dans le Potomac, tout ça, oui, ok. Là, il y a eu un drame, ça se voit. Mais le drame que tu évites, lui, il ne se voit pas. Tu vois le truc? C'est très vicieux, ça. De sorte que ça ne crée pas une incitation, ça ne crée pas un incentive, comme on dit en anglais, aux gens de prendre trop d'actions, n'est-ce pas? Pour éviter des choses qui, finalement, au bout d'un moment, on se dit... Je vous donne un exemple. Je vous donne juste un exemple d'une histoire. C'était chez les parcs Disney aux États-Unis. Les parcs Disney des États-Unis, à un moment donné,
voulait faire des économies, économies de bout de chandelle. Alors ils font quoi? Ils ramènent un grand cabinet célèbre de consulting, cabinet qui d'ailleurs, durant la crise sanitaire, avait littéralement géré la France et d'autres pays, Royaume-Uni pareil. Les analyses de ce cabinet débarquent, ils épluchent les comptes, les activités, tout ça. Qu'est-ce qu'ils remarquent? Ils remarquent que chaque jour, chaque nuit, il y a des heures et des heures de travail qui sont dépensées à vérifier et à contrôler les attractions, comme par exemple les montagnes russes et autres joyeusetés, alors qu'il n'y a jamais d'accident. On ramène donc le responsable de la maintenance, ils lui disent presque vous êtes en train de truander la compagnie. Toutes ces heures qui sont parties, il n'y a pas d'accident, donc on a un souci, nous, avec ça, au niveau comptable. Surtout qu'on cherche à dégraisser. Donc, ils font quoi? Le gars leur répond, oui, mais vous oubliez le rapport de cause à effet. C'est que s'il n'y a pas d'accident, pourquoi il n'y a pas d'accident? C'est parce que nous sommes en train de vérifier chaque nuit. Et nous sommes en train de faire les maintenances qui s'imposent chaque nuit. C'est important. Et là, le matin, quand le parc ouvre et que le public arrive, on a des machines qui sont en état optimal. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accident. L'absurdité de ce cabinet, c'était comme si on disait aux pilotes, écoutez, vous perdez trop de temps à faire des checklists ou faire des visites pré-vol. Tiens, ne fais pas de visite pré-vol parce que ça fait 20 ans que tu es pilote, tous les jours tu fais des visites pré-vol avant chaque vol, alors qu'il n'y a pas d'accident. Donc, il faut arrêter de faire ça. N'est-ce pas? Vous voyez l'absurdité? Donc, d'ailleurs, ce qui s'est passé chez Disney, ils ont viré du monde, ils ont réduit les heures de maintenance, et assez rapidement, ils ont eu des morts. Simple, hein, c'est des choses qui ne pardonnent pas. Mais sur le plan, si tu veux, de la gestion d'une administration, de la gestion d'une entreprise, on ne voit pas ce qu'on rate. On ne voit pas ce qu'on arrive à éviter. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo. Il y a eu beaucoup de morts. 64 plus 3 minimum, 67. On verra à 2, 3 morts près, ce que je suis en train de vous dire. Je vous montre rapidement mon livre sur le milieu de l'entreprise. Toxique. Ce que les coachs de carrière ne vous disent pas. Un livre qu'on peut lire, mais qu'on ne peut pas délire. Faites très attention. On échange et on est différent quand on lit ce livre. Il y a des médecins qui le recommandent. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. S'il y a des news sérieuses, j'en ferai une autre. Rappelez-vous, si vous l'entendez dans 1 an ou dans 2 ans, c'est une vidéo qui a été faite quelques heures après ce drame. À très bientôt.